Bonjour, bienvenue à tous ou bon retour pour ceux qui étaient avec nous juste avant, que vous soyez ici chez Léonard ou en ligne. Alors je vous le disais avant la petite pause qu'on a faite, on parle cet après-midi d'économie circulaire dans le cadre de cette journée où on s'intéresse à l'action de prolonger la vie des ressources. Et quand on parle d'économie circulaire, c'est aussi un nouveau rapport au temps. C'est ce qu'on a vu dans la conférence précédente. Et c'est ce qu'on va voir maintenant en faisant un petit pas de côté, en invitant une prospectiviste, Cécile Wendling, et un designer, Nicolas Gaudron, qui vont revenir sur la manière dont notre relation au temps a changé et la manière dont on peut prendre en compte cette relation au temps dans la manière dont on conçoit la transformation des villes et des territoires. Alors je leur laisse tout de suite la parole. Cécile, Nicolas, c'est à vous. Merci Lucas. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, à vous qui êtes en ligne et qui êtes dans la salle. Donc on est ravis, Nicolas et moi, d'être avec vous pour un dialogue qu'on veut ouvert. Donc on va dialoguer tous les deux, puis on vous donnera la parole pour toutes vos questions. Alors, on a chacun de nous un regard différent sur le temps. On va commencer par se présenter avant de faire un petit voyage avec vous dans ce temps. Donc moi, je suis prospectiviste. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce métier, ça consiste à se projeter dans le temps long et de s'interroger sur comment sera le monde dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 100 ans, 400 ans. Les horizons de temps sont très différents selon les sujets que l'on traite, les pays, les cultures. Aujourd'hui, on vient vous parler du temps long, de l'anticipation, et on va dire qu'il y a 3 grandes postures généralement pour se projeter dans le temps pour un prospectiviste. Le premier, c'est la prévision. Donc on se dit toujours, c'est quoi les grandes tendances? Et toutes choses égales par ailleurs, si on continue hier comme aujourd'hui, où est-ce qu'on sera demain? Mais au-delà de la prévision, quand on anticipe, le prospectiviste travaille sur des ruptures. Et personne ne peut prédire l'avenir. On ne peut pas dire exactement pour sûr où on en sera sur les ressources dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Par contre, on fait des scénarios. Et donc les prospectivistes vont jouer avec le temps et avec des variables et écrire différents scénarios qui sont tous possibles, tous argumentés. Et enfin, il y a une dernière posture pour se projeter dans le temps long, c'est de faire de la fiction. Et donc là, on va inventer des histoires qui se passent peut-être en 2047, en 2062. Et ces histoires vont être pas forcément plausibles, pas forcément argumentées, mais elles vont nous projeter dans un temps long de la fiction, de l'imagination, pour voir si, en sortant de la boîte, comme disent les Anglais, on peut caractériser de nouveaux enjeux, de nouvelles questions, qu'elles soient économiques, technologiques ou autres. Donc ça, c'est mon approche de prospectiviste, travailler sur de la prévision, travailler sur le scénario, travailler sur la fiction. Et pour faire ça, on va autant regarder dans le passé que dans le futur. On va se dire où est-ce qu'on était dans 30 ans pour mieux comprendre où on sera dans 30 ans. Ça, c'est le rapport au temps de la prospective. Je vais dire un petit mot de la définition du temps et puis je donnerai la parole à Nicolas sur comment est-ce qu'on travaille le temps quand on est designer. Mais peut-être un mot. Déjà, on a l'impression qu'on parle tous de la même chose quand on parle du temps comme ressource. Mais il y a plusieurs définitions du temps. Donc, je vais vous en donner 3. Il y a le temps grec qui est le temps de l'aion. Le temps de l'aion, c'est un temps cyclique. Et la façon de voir le temps, ça veut dire qu'une année, c'est un cycle où on va retrouver automne, hiver et printemps. On va retrouver le moment de la vendange, le moment de la mousson. Il y a le temps chronos, qui est le temps dans lequel nous vivons en Occident. On a une vision chronologique du temps avec un passé, un présent, et on se projette où on sera sur le cuivre, sur l'eau, sur le lithium, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Et il y a le temps kairos, disent les Grecs, et c'est le moment de saisir une opportunité. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, on va le voir, le temps est un construit social. Chacun de nous a un propre rapport au temps, et selon le rapport au temps que l'on a, et on n'a pas le même rapport au temps quand on est urbaniste, quand on est énergéticien, quand on gère une autoroute, quand on est designer, selon ce rapport au temps, on ne va pas se projeter de la même façon sur comment on prolonge ou pas les ressources de demain. Voilà, c'était un petit propos introductif pour bien cadrer de quoi on parle. Et puis, donc, je vais donner la parole à Nicolas, qui lui est designer et qui a fait du design de l'expérience du temps également. Merci Cécile. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Gaudron, je suis designer. Et donc, j'accompagne des entreprises et des organisations dans la conception de nouveaux produits, nouveaux services, de nouvelles expériences. Donc merci Cécile de m'avoir invité à ce dialogue. Donc j'ai réfléchi à la question que tu m'as posée sur ma relation au temps, le temps comme une ressource dans ma pratique de design.
Et ma réponse est plurielle. Donc j'ai une relation au temps. La première chose qui m'est venue en tête, c'est le temps comme une matière qu'on peut sculpter, qu'on peut façonner. J'avais presque envie de parler de matière vivante, organique, parce qu'en fait c'est vraiment pour moi une matière qui a une plasticité et sur laquelle on peut la modifier et puis on va dire la designer. Et donc on finira ce dialogue avec 3 exemples où le temps est vraiment utilisé comme un levier de transformation. Alors ça, c'était la première sur cet effet de matière. Et après, c'est un vrai sujet, alors c'était marrant, hein, omniprésent dans ma pratique de design, où en fait, à la fois au niveau macro, je vais toujours avoir ce triptyque de passé, présent, futur. Donc du coup, on va réfléchir à une innovation, un nouveau produit pour le futur, mais qui va s'inscrire dans le temps présent. À la fois pour réfléchir, engager les collaborateurs, sortir la première brique d'une roadmap, par exemple. Et quelque chose qui est souvent oublié, et tu en as parlé aussi parce que je te rejoins sur le métier de la prospective, où en fait il faut qu'on regarde aussi le passé, à la fois du côté du client prescripteur pour comprendre son ADN, pour comprendre sa philosophie, toute son histoire, et à la fois du côté du client qui est lui le souscripteur, donc le consommateur par exemple. Et là c'est pareil, on va aller puiser dans son passé pour faire de l'observation, voir ses différents comportements, le retour d'expérience. Et dans ce passé-là, de comprendre ça va maximiser les chances que l'innovation prenne en fait. Donc ça c'est le premier de manière macroscopique. Et de manière microscopique, alors c'est intéressant parce que c'est presque de la méthodo, où en fait on va avoir un temps immédiat, où là c'est quand on consomme le produit. Donc du coup on va travailler sur le fait que on ne veut pas générer de la frustration, on veut que ça soit fluide, on veut avoir du plaisir à utiliser quelque chose. Le temps différé, qui lui va être comment je projette mon projet dans 3 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, et être sûr que du coup on aura toujours, effectivement, on retrouvera toujours ce plaisir dans ce temps un peu plus long. Et le temps collectif aussi qui est intéressant sur les usages partagés. Et on va retrouver donc du coup au niveau de la ville, d'un quartier, d'une infrastructure, d'un mode de vie. Donc voilà, donc c'était intéressant de se poser la question et je vous invite tous à faire l'exercice de réfléchir à ce que vous faites au quotidien par ce filtre du temps en fait. Et ça peut être vraiment un paramètre important pour trouver des solutions nouvelles. Et donc du coup, je te redonne la parole sur, on parlait du passé, donc est-ce que tu peux nous expliquer la relation qu'on avait avec le temps et en quoi c'était une ressource ? Oui, donc on va vous faire un petit voyage. On va parler donc d'abord du passé, sur comment le temps était vu comme une ressource dans le passé. Après, on va vous emmener dans le présent et comment aujourd'hui le temps est vu comme ressource. Et puis après, on fera de la prospective avec vous sur l'avenir du temps. Alors dans le passé, le rapport au temps, quels que soient les métiers, c'était quand même un rapport très religieux. Si vous étiez maréchal ferrant, si vous étiez tailleur de pierre ou si vous étiez paysan, vous aviez déjà un calendrier des saints. Les saints étaient référents, saint Éloi pour les métallurgistes, saint ceci, saint cela. Et puis vous aviez également un rythme du village et de la vie collective par les récoltes, le moment de vendange, etc. Et donc ce temps était un temps religieux, était un temps unique de votre communauté, parce qu'au début, on n'y pense pas, mais il n'y avait pas le même temps en France. Est-ce que certains d'entre vous savent quand est-ce qu'on a le même temps et des clochers et des cloches partout dans les villages français? Qu'est-ce qui fait qu'on a le même temps? Petit quiz, c'est l'arrivée du train. Parce que pour avoir des trains qui vont de Paris à Lyon, vous avez besoin de dire socialement, on va organiser un temps, une ressource qui va être la même pour tout le monde, avec un même nombre d'heures dans la journée, et les cloches sonneront aux mêmes heures. Et donc c'est l'arrivée du temps en France avec le train. Et puis vous avez le commerce international, et donc vous allez avoir au XXe siècle l'arrivée des fuseaux horaires, pour que l'on puisse se coordonner quand on fait des grands transports de temps long. Donc petit à petit, ce que vous voyez arriver avec le commerce et puis encore après avec Charlie Chaplin des temps modernes et l'industrialisation, c'est ce fameux temps du chronos. Donc on va finalement optimiser un temps productif, un temps de travail. On va l'optimiser pour pouvoir travailler ensemble efficacement. Et le temps, c'est de l'argent, ce qu'on va découvrir au XXe siècle. Et donc on va rendre cette ressource efficace dans un cycle de production.
Cette ressource, elle va être donc suivie, monitorée, et puis même les artistes vont montrer comment ce rapport au temps change. Donc il y a ces célèbres tableaux de l'arrivée du train ou les célèbres films de Charlie Chaplin. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que qu'est-ce que ça voulait dire à cette époque prolonger, durer dans le temps? À cette époque, prolonger, durer dans le temps, c'est le compagnonnage. Si on repart dans le fait religieux, si on veut que la cathédrale elle tienne dans le temps, il faut que le savoir-faire du vitrail, le savoir-faire de la taille de pierre, de la clé de voûte, puis après des savoir-faire finalement les chaudronniers, etc., quand arrive l'industrie et les chaudrons, même pour faire des chaudrons dans le nucléaire. Aujourd'hui, si vous parlez à Framatome, pour faire de l'énergie, il faut des chaudronniers. Eh bien, c'est des gestes. Et donc, c'est par le compagnonnage qu'on transmet ces gestes de génération en génération, et c'est comme ça qu'on prolonge la ressource dans le temps. Donc, c'est très intéressant parce que on va le voir, on va faire ce voyage tous ensemble, et on va voir qu'entre le passé, le présent et le futur, on n'a pas la même conception du temps, et donc pas la même façon de prolonger cette ressource. Donc, on va continuer ce voyage. Si on arrive dans le présent, qu'est-ce qui se passe, Nicolas ? Ce qui est intéressant, c'est que tu parles du temps chronométré du travail, le temps chronométré de l'entreprise, et qui est rentré dans notre vie personnelle, dans notre intimité. Et le temps présent, et vous en êtes sûrement tous les témoins, c'est vraiment ce paradoxe de il faut accélérer, mais il faut ralentir. Il faut aller vite pour prendre des décisions, mais il faut prendre le temps. Donc du coup, on a d'un côté une optimisation, une hyper-optimisation du temps. Donc, du coup, on veut tout savoir tout de suite. Du coup, on veut être efficace, on veut tout optimiser. Donc, qui va se matérialiser par le FOMO, le Fear of Missing Out. Du coup, même, c'est l'exemple qu'on a mis à gauche sur la plateforme Netflix, qui du coup, cette pression invisible modifie notre rapport au temps, cette optimisation. Et donc, des plateformes comme Netflix vont proposer un player où on va pouvoir changer la vitesse de lecture, faire x2, x2, x3, x4. Voilà. L'idée, c'est d'aller vite pour être sûr de rien perdre. Et on va le retrouver dans les messageries WhatsApp. Enfin, voilà. Donc il y a cette idée de vitesse qui est omniprésente. Et il y a aussi une anecdote intéressante sur Netflix, où en fait, apparemment, la plateforme demanderait à ses scénaristes d'avoir des dialogues beaucoup plus explicites, que les personnages décrivent ce qu'ils font, pas pour intérêt du scénario, mais pour faire en sorte que si on fait autre chose en regardant la série ou le film, on puisse comprendre ce qui se passe. Donc vraiment cette idée de multitâche et de voilà, je fais plein de choses à la fois. Et donc ce FOMO, qui est devenu maintenant un syndrome émotionnel contemporain, cette hypervigilance qui vient du coup avoir un impact sur la charge cognitive, qui va nous empêcher de nous concentrer. Enfin bref, je pense que tout le monde est au courant de ça. Et on va même plus loin aujourd'hui en parlant de FOMA. Donc Fear of Missing Anything, où là c'est encore plus entre guillemets dangereux parce que ça va nous pousser à la non-action en fait, à ne pas agir par peur de l'échec ou par peur de ne pas faire ce qu'il faut en fait. Et donc ce temps qui du coup devient saturé, compressé, mécaniquement optimisé, effectivement il n'est pas soutenable. Donc du coup, à l'inverse, on va effectivement avoir cette urgence du ralentissement. Et dans un contexte que vous avez exprimé dans l'après-midi, sur, par exemple, le fait que comment je prolonge les ressources, qui devient effectivement stratégique et vital. Les entreprises doivent rendre des comptes sur leur impact social et environnemental avec la CCRD. C'est pareil, la loi AGEC, vous en avez parlé, mais... voilà, le jetable, tout du moins en Europe, voilà, on peut plus vivre avec. Donc du coup, il faut trouver des nouveaux. Tu parlais des gestes, mais des nouveaux gestes, des nouvelles pratiques, et réinventer tout ça. Et ça se matérialise par le FOMO d'un côté, et donc là, on est sur le slow quelque chose, donc le slow food. Donc du coup, on a cette tendance de je vais choisir mes légumes, je vais cuisiner, et je vais être en pleine conscience pour manger. Le slowprenariat, où du coup je veux bien entreprendre, mais par contre il ne faut pas que ça impacte sur mon temps de vie personnelle. Alors l'exception qui confine la règle, le digital detox, où effectivement on va se déconnecter pour pouvoir
voilà, revenir à l'essentiel et essayer de gagner en concentration et en attention. Mais voilà, c'est une tendance de fond. On a le slow travel, où du coup on a le train qui se développe, le train de nuit qui se développe beaucoup et qui est une alternative au transport carboné et rapide. On va avoir il y en a plein, le slow média qui est intéressant, le slow média qui est voilà, le contre-pied à l'information continue, où en fait on va prendre un seul et même sujet qu'on va traiter en profondeur avec des points de vue différents. Et voilà. Et moi je suis jeune papa, et donc du coup j'ai même trouvé le slow parenting, où du coup il y a aussi le fait d'avoir du bon temps de qualité avec ses enfants. Donc on a cette dichotomie entre le ultra rapide et du coup cet esprit de lenteur. Et je vais le contextualiser avec, on en avait parlé en préparant l'entretien, avec la terminologie permacrise. On est aussi dans un moment, dans ce temps présent, où en fait de permacrise. Donc du coup c'est la conjonction entre permanent et crise. Donc du coup les crises s'enchaînent. Et donc du coup ça a une incidence consciente ou inconsciente, qui fait qu'on a du mal à se projeter justement dans le futur. Et c'est là où on va retrouver, par exemple, le marketing nostalgique, où Lego va faire des jouets pour adultes, Disney va surfer sur ses franchises, reprendre tous ces classiques de dessins animés et les mettre en 3D, sans forcément se poser la question sur comment je me réinvente et quels nouveaux imaginaires, quels nouveaux futurs je présente. Et pour finir, tu parlais des artistes, il y a un terme aussi... les artistes appellent ça la solastalgie, qui est en fait le synonyme d'éco-anxiété. Et cette idée de ressentir un deuil d'un monde qu'on est en train de perdre, en fait. Donc c'est pas très très positif, mais du coup je vais te laisser aller dans le futur et de voir les nouvelles propositions et les nouveaux imaginaires qu'on peut créer. Oui, alors juste avant d'aller dans le futur, ce qui va être intéressant, le futur du temps, juste se dire que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que prolonger dans le passé, c'était le compagnonnage, etc. Là, on voit que prolonger dans le présent, ça a beaucoup été la CSRD, les politiques de développement durable, donc arrêter tout ce qui était jetable, avoir des modèles organisationnels dits régénératifs, etc. Donc il y a eu plein de choses qui ont été inventées pour créer de la durabilité. Et on voit, par exemple, je ne sais pas, Tikamoon qui veut créer des meubles en bois qui sont faits au moins pour durer 200 ans et qu'on peut recycler. Donc, dans le présent, on a à la fois cette permacrise et à la fois cette tentative d'intégrer de la durabilité. Alors, vous allez vous dire, comment est-ce qu'on peut imaginer le futur du temps? Alors, on a fait ce jeu, Nicolas et moi, dans ce dialogue. Alors, la première chose que je voulais vous raconter, c'est les neurosciences. Les neurosciences ont fait des progrès phénoménaux pour comprendre comment nos cerveaux pensent le temps long et comment on prolonge dans notre cerveau. Et la première découverte, je partage donc le travail remarquable de Hall Hershfeld dans Your Future Self, c'est que cognitivement, on n'est pas égaux face au temps et au temps long. Donc, par exemple, si on me met moi dans un IRM et qu'on me demande de penser à moi-même aujourd'hui, à moi-même hier, à moi-même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, eh bien, moi, je me projette beaucoup dans le temps long, c'est mon métier, et donc j'utilise la même partie de mon cerveau pour penser à moi aujourd'hui et à moi dans 20 ans. Mais il y a d'autres personnes, vous les mettez dans un IRM, et vous leur dites « pensez à vous dans 20 ans, pensez à vous dans 30 ans », ils vont utiliser la même aire du cerveau que pour penser à leur grand-mère ou à leur voisin, donc à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça change beaucoup de comportements. Par exemple, ça change les comportements d'épargne pour la retraite. Ça change les comportements de prévention et de préparation. Par exemple, est-ce que vous allez bien faire les échographies de contrôle, les prélèvements sanguins qui sont conseillés quand on a 50 ans, 60 ans, par exemple, pour éviter des cancers? Donc en fait, ce que montre la neuroscience, c'est que nos cerveaux ne sont pas égaux face au temps long et donc on ne se projette pas pareil dans le futur. Ce qui peut expliquer des comportements très différents, des choix très différents dans comment on consomme, comment on vit, comment on voyage, si on a des enfants, comment on se soigne. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que dans le présent, on a beaucoup travaillé sur prolonger les ressources. Comment on peut mieux gérer l'eau pour avoir de l'eau plus longtemps, mieux gérer le cuivre ou le lithium pour en avoir plus longtemps. Eh bien, une des questions qu'on a sur le futur, c'est est-ce qu'on va se poser cette question pour les humains? Est-ce qu'on va essayer d'avoir des humains qui vivent plus longtemps, 110 ans, 120 ans, 150 ans?
Donc évidemment, vous voyez que c'est une théorie, une école de pensée qu'on appelle le transhumanisme, qui vise à se dire que l'étape prochaine, c'est prolonger la durée de vie. Également, une autre forme de transhumanisme, et c'est ce qu'on voit là avec cette entreprise, sur le point de mourir ou juste après d'être mort, vous avez un petit collier avec un numéro, et ça fait venir directement un hélicoptère, et ça va cryogéniser votre corps, parce qu'il y a des gens qui pensent que dans 100 ans, ou dans 500 ans, ou dans 1000 ans, on aurait inventé une technologie pour réveiller un corps fraîchement cryogénisé et revivre. Donc, ça peut paraître complètement fou, mais il faut savoir qu'il y a des investisseurs, il y a des boîtes qui le font, et je connais des prospectivistes qui portent ce petit collier avec ce numéro. Ça coûte extrêmement cher. Donc, est-ce que demain, prolonger, ça voudrait dire aussi prolonger son corps en ayant des organes qui vivent plus longtemps par biologie cellulaire, ou carrément prolonger sa vie par des tas de méthodes qui peuvent nous questionner aujourd'hui? Enfin, encore sur le futur, on a mis cette image de la pâte à crêpes, mais j'aurais pu prendre aussi l'image de la grossesse. C'est qu'en fait, on a tendance à penser que tout s'accélère. Vous savez, la fameuse loi de Moore, l'IA, on va toujours plus vite. Mais en fait, dans la nature, il y a des rythmes qu'on ne peut pas accélérer. Il faut 9 mois pour faire un bébé, enfin à peu près. Il faut un certain temps pour que la pâte à crêpes lève. Et donc, il y a aussi des gens qui disent que finalement, il y a comme des rétrofreins dans la nature, et que la nature n'est pas faite pour vivre pour un humain 120 ans. Voilà. Donc il y a tout un travail sur est-ce qu'on peut réenchanter notre rapport à un rythme beaucoup plus naturel, repasser par du biomimétisme, renouer avec la nature, et aussi se rendre compte que quand on synchronise ces rythmes et ces temporalités, par exemple, il y a des gens qui en début de réunion font des exercices pour synchroniser les rythmes cardiaques des participants à la réunion, la réunion, elle est plus forte, plus dans un flow, plus joyeuse, plus productive, plus créative. Voilà, donc il y a aussi cette branche-là qui est dans un réenchantement d'un rapport au temps différent. Voilà. Ouais, et je complète ce que tu dis, hein, parce qu'on a mis l'image de ChatGPT aussi, mais parce que encore une fois, dans cette immédiateté, avec les agents IA, et quand on pose une question, ou quand du coup l'IA est capable de nous générer voilà, une présentation extrêmement rapidement, est-ce que ça va pas avoir... il y a des chercheurs qui commencent à se rendre compte que ça a un impact, hein, mais du coup, notre cerveau, qui peut être considéré comme un muscle, du coup, cette partie-là va s'atrophier. Donc, je sais pas, on a besoin de mûrir, voilà, de préparer une conférence, et donc toute cette maturité de se tromper. Alors, c'est pareil, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment ancré dans la méthodologie du design de se tromper, d'être dans cette itération permanente. Donc, si j'ai une solution instantanée, du coup, comment je vais gérer cette transition voilà, qui m'aidait aussi à me former. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a mis ces deux images côte à côte, parce qu'on trouve que c'est un challenge intéressant pour le futur. Alors, je te laisse conclure avec des expériences de design du temps très différentes et qui peuvent peut-être faire réfléchir certains. Ouais, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve ça intéressant parce que j'avais pas forcément mis le doigt là-dessus avant que tu me parles de ce dialogue. Où en fait, pour moi, hein, ces trois projets sont vraiment le temps comme un levier de transformation. Donc le premier, c'est Ouibus, mais qui a été... c'était au départ Idébus, et donc on a accompagné la SNCF quand ils ont lancé le voyage en car longue distance. Donc c'était les cars Macron à l'époque. Et notre mission était de repenser l'expérience client dans un contexte où, alors vous avez peut-être certains d'entre vous ont pris les cars Eurolines pour aller à Londres, enfin voilà, les voyages pas très chers et où l'expérience était extrêmement mauvaise. Donc bref, du coup, comment voilà, on réinventait cette expérience de voyage en car. Et un des pain points de friction était effectivement le temps long du voyage comparé au train, à l'avion. Et donc du coup, on a fait un pas de côté et on s'est dit, la durée d'un Londres-Amsterdam, c'est plus de 9 heures de car, mais c'est la saison 1 de Game of Thrones, plus 30 minutes de sieste. Et en fait, en changeant cet imaginaire-là, et du coup, le temps reste le même, mais du coup, on crée un imaginaire différent. Et donc du coup, certaines personnes m'ont dit mais c'est du marketing, et moi je leur disais non, c'est pas du tout du marketing, c'est de la stratégie, parce que si jamais on part sur cette expérience client, il va falloir travailler une connexion robuste. Donc c'était, je sais plus, je crois que c'était en 2012 à l'époque, mais voilà, une connexion robuste, fluide, créer des partenariats avec des plateformes de streaming, des plateformes de contenu, peut-être investir dans le cloud. Donc du coup, c'était vraiment important dans le design de l'expérience du bus.
Donc le deuxième exemple que je trouve aussi très intéressant, c'est une campagne marketing des montres Patek Philippe, donc des montres de luxe. Où en fait, je vous traduis leur slogan. On ne possède jamais une Patek Philippe, on en prend soin pour la transmettre à la génération suivante. Et ça, c'était intéressant parce que c'était vraiment aussi le temps comme une ressource émotionnelle, comme une ressource générationnelle. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de le partager avec vous. Et on en a un petit peu parlé quand on a discuté avec Cécile. Et effectivement, on ne peut pas tout aborder, mais voilà, on se posait la question que ce temps long, il se concrétisait. Tu parlais d'investisseurs tout à l'heure, mais sur les family office ou sur des entreprises qui, du coup, dont la transmission, effectivement, est très importante parce qu'on va les transmettre à ses enfants, ses petits-enfants, etc. Donc ce temps long, et du coup, sur plusieurs générations, est assez intéressant aussi. Et alors le troisième exemple, alors il est drôle parce que on conclut ce dialogue et c'était le premier projet que quand tu m'as parlé du temps, j'ai pensé tout de suite à ça. Donc c'est un copain japonais qui a créé une horloge, ou un sablier on va dire, basé sur une tradition japonaise qui est le kanreki, où en fait les Japonais disent qu'à 60 ans ils meurent. Pour après, chaque année après les 60 ans, c'est une renaissance. Et en fait, lui, il a créé donc cet objet-là pour mourir à 50 ans. Donc, il a programmé qu'il allait mourir à 50 ans. Je relativise en mettant dans le contexte. Et donc, du coup, sur chaque face, on va avoir une visualisation du temps différent. Donc, il va y avoir une face où on va avoir les années qui lui restent à vivre. Donc là, c'est un temps relax. Ça passe pas vite. Donc, du coup, on peut... vaquer à ses occupations facilement. On a une phase qui est le jour, le décompte des jours. Donc ça, on est plutôt sur un temps normal. On a un temps qui va être sur les minutes, où là, effectivement, on se commence à se... Voilà, il faut quand même faire des choses de sa vie, quoi. Et après, une phase sur les secondes, où là, ça défile à toute vitesse. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est que c'est un projet qui nous fait ressentir physiquement la manière dont le temps influence notre état mental, notre décision et notre rapport à l'action. Sur ces exemples, je voulais rebondir. Donc ça, c'est vraiment des exemples de design du temps et comment les designers façonnent ou font du temps une autre perception et donc un autre vécu de nos expériences, que ce soit la transmission, le voyage ou la vie. Moi, en tant que prospectiviste, on me demande toujours où est-ce qu'on pense le plus le temps long. Et effectivement, c'est dans les entreprises familiales, parce qu'ils veulent transmettre. C'est les entreprises régulées, parce que généralement, quand vous êtes dans l'énergie ou quand vous êtes dans une assurance, vous devez être là pour dans 20 ans, dans 30 ans. Et l'État a besoin que si quelqu'un a une catastrophe dans très longtemps, il y ait l'argent pour couvrir cette catastrophe. Et c'est aussi dans des nouveaux imaginaires, de nouvelles formes de communautés en permaculture qui essaient de s'inscrire dans un nouveau temps, ou aussi comment les artistes pensent le temps. Et ce qui m'interpelle beaucoup aussi en ce moment chez les artistes, c'est que les artistes ont pensé le temps long. Quand on faisait le portrait d'un roi, c'est parce que le roi voulait que, même dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, on voit encore le sacre du roi, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui intègrent le temps dans leurs œuvres d'art. C'est des œuvres d'art corrosives. C'est des œuvres d'art qui vont bouger avec l'air, avec l'oxydation, pour montrer la dégradation liée au temps. Donc je trouve extrêmement intéressant aussi de voir donc, comment les designers, comment les entreprises, comment les artistes utilisent ce temps comme ressource autrement et nous montrent le temps long et la prolongation sous des formes extrêmement différentes. Voilà. Mais l'objectif de ce dialogue, c'est que ce n'est pas uniquement un dialogue à deux voix. Donc on a prévu de garder le dernier quart d'heure pour échanger avec vous. Comment vous-même voyez le temps comme ressource? Qu'est-ce qui vous interpelle aujourd'hui sur la façon dont on prolonge ou on ne prolonge pas? Peut-être vous, dans votre activité. Voilà, vous avez un autre rapport au temps. Et on vous laisse prendre le micro au fur et à mesure. Normalement, c'est allumé automatiquement. Oui. Et on vous laisse vous présenter et poser votre question, monsieur. Oui, je voulais faire une remarque plutôt qu'une question, mais on ne peut pas dissocier, je ne veux pas jouer au petit Einstein, mais on ne peut pas dissocier le temps de l'espace. Et vous parliez de pression du temps aujourd'hui. Le temps, c'est parce que notre espace aussi a complètement...
la question du temps se pose aussi en même temps que la question de notre espace. Notre espace est devenu principalement médiatique et numérique. Et du coup, cette pression vient du fait qu'on passe une grande partie de notre temps en dehors du lieu où on se trouve. Ici, on se trouve dans un temps relax parce qu'on est ensemble, c'est un temps partagé, à écouter, à discuter. Et de temps en temps, évidemment, on a la pression médiatique parce qu'il faut répondre à un mail ou à un message. Voilà. Petite remarque que je voulais faire. Alors, merci beaucoup pour cette remarque sur le temps et l'espace et l'ubiquité que créent les réseaux et le numérique. Il y a beaucoup de chercheurs qui se posent la question du rapport du temps et de l'espace. Et par exemple, sur la question de la ville du quart d'heure ou de la ville étalée, finalement, est-ce que si par exemple nos moyens de transport sont plus rapides, on va habiter plus loin, moins loin? Il y a aussi eu tout un travail sur ce qu'on a appelé les bureaux des temps, qui a commencé en Italie du Nord, puis qui est arrivé en France, par exemple à Strasbourg, à Poitiers ou autres, qui était de dire socialement comment on organise la ville pour que l'espace et le temps se répondent, sur des cas d'usage très concrets. Par exemple, la première semaine de septembre, toutes les mères du nord de l'Italie devaient faire 3 fois le tour de la ville pour inscrire leurs enfants au judo, au conservatoire, à l'école, et j'en passe. Elles étaient épuisées, les transports étaient saturés, il y avait des embouteillages, les gens ne savaient pas où se garer. Ils se sont dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas réorganiser le temps collectif de ces inscriptions et de dire qu'il y a un lieu dans le gymnase où on pourra inscrire les enfants à tout, et ça tombe bien, il y a un grand parking à côté. Donc il y a eu beaucoup de réflexions historiquement donc, sur ce qu'on appelle les bureaux des temps, aujourd'hui sur ce qu'on a appelé la ville du quart d'heure, qui aujourd'hui est un peu déconstruite également. Et donc merci beaucoup de souligner ce rapport entre le temps et l'espace, c'est fondamental. Oui, je rajoute, on est tout à fait d'accord, enfin, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que certaines personnes l'ont vu avec le Covid notamment, où du coup l'espace contraint faisait aussi que voilà, on se réappropriait le temps. Donc on n'était pas tous égaux pendant le Covid, mais c'était un moment, alors pour le coup, tu vois, pour les prospectivistes, voilà, un moment suspendu qu'on ne pensait pas arriver, mais je trouve que le rapport au temps et à l'espace était intéressant. Et après, moi, en tant que designer, ça me fait penser à voilà, un truc que j'adore, qui est, je parlais de la tradition au Japon, mais il y a un concept au Japon qui s'appelle le ma, où en fait l'architecture intérieure de la maison, et contrairement en France et en Europe, on est sur le concept justement d'espace-temps, et que du coup, une pièce, la pièce va changer selon l'activité qu'on va faire à l'intérieur. Donc du coup, on va déplier le lit, on va le remettre le lit, on va rajouter une table. Et donc du coup, c'est intéressant, enfin, du coup, dans le métier de la construction, c'est aussi intéressant d'aller chercher ces concepts qu'on n'a pas forcément en Europe. Merci. Alors, bonjour. Le temps dans la créativité aussi, il y a un temps de la créativité où en fait, quand on est dans un état de flow, il n'y a plus de temps finalement, donc plus d'espace, plus de temps. C'est pas tout à fait compatible avec le temps de la rentabilité, de la performance en entreprise. Est-ce que vous avez des stratégies pour combiner l'innovation, la créativité en entreprise? Je réfléchis, moi. Alors, merci beaucoup pour cette question. Moi, c'est une question que je me pose beaucoup. Parce que je pense qu'effectivement, on ne peut pas juste être dans la rentabilité et l'optimum. Parfois, juste ne rien faire fait que tout d'un coup, des idées viennent à nous, alors que si on est bourré son agenda, on a réunion sur réunion sur réunion, on ne risque pas d'être créatif. Or, aujourd'hui, c'est très difficile d'être un idlers, donc ne rien faire. Et voilà. Mais j'observe beaucoup de courants pour travailler sur le flow, la grâce, ces moments de vide qui sont en fait absolument pas vides, mais plein de beaucoup d'autres choses. Donc un premier rebond que je voulais faire, c'est que dans le cadre du festival Building Beyond, il y a une soirée qui est organisée à Ground Control, où vous êtes tous invités, qui est animée par quelqu'un qui s'appelle Éloi Saint-Brie. Et lui, sa mission de vie, c'est vraiment comment je remets du flow et cet état de grâce dans des temporalités collectives. Donc il y a des gens qui travaillent comme ça. Deuxième chose aussi, en lien avec ce que j'ai montré sur les neurosciences, il y a beaucoup de travaux sur l'hypnose et mettre son cerveau dans des espaces de zones d'ondes θ, enfin d'autres types d'ondes, qui fait que le cerveau il est quasi endormi mais pas complètement, et ça crée un état mental où on est beaucoup plus innovant, beaucoup plus créatif, ça régénère l'innovation. Et donc, on voit dans certaines entreprises des salles de sieste ou des pratiques méditatives ou de sophrologie ou autres réapparaître pour que les gens puissent avoir ces moments où le cerveau regagne ces fameuses ondes productives, créatives.
Donc il y a ces pratiques-là. Et enfin, j'ajouterais, aujourd'hui, cette question est beaucoup plus dans l'espace public qu'avant. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup plus de discours publics sur comment est-ce qu'on protège les enfants des écrans. On entend beaucoup plus d'espaces publics dédiés à se promener en ville, renouer avec la nature, alors qu'avant, ce n'était pas tellement la question d'avoir ce lien-là. Donc je pense que cette question, même si elle est difficile à trouver, et on a tous cette lutte sur l'équilibre, la question est revenue dans la société. Et d'ailleurs, le fait que vous la posiez montre bien qu'on est tous à la recherche de cet équilibre individuellement dans une organisation et dans la société. Merci Cécile. Alors du coup, effectivement, voilà, on a besoin de temps. Je pense qu'effectivement, il y a Cathy qui est là en tant que designer. Je pense qu'on est... Nous, voilà, c'est notre quotidien de naviguer dans cette incertitude, ce qui est du coup parce qu'on sait pas, on n'a pas trouvé l'idée, etc. On sait qu'on va y arriver, donc il y a un temps. Donc je pense qu'il y a une acculturation aussi à faire dans les entreprises. Et justement, le positionnement de cette créativité pour que les managers puissent laisser le temps aux collaborateurs de trouver des réponses pertinentes. Surtout encore une fois, dans un contexte où maintenant on écrit un prompt et on a des solutions, mais est-ce qu'elles sont adaptées? On n'est pas forcément sûr. Et après, moi, j'ai une manière de travailler qui, à mon avis, répond à cette question-là, que j'explique par la peur de la feuille blanche que j'ai eue quand j'étais à l'école. En fait, dès que j'ai une idée, je prototype, même si je fabrique quelque chose qui va me laisser le temps pour trouver d'autres idées et itérer, en fait. Et du coup, face à mon client, c'est intéressant parce que du coup, lui, il peut commencer déjà aussi à jouer avec ce que j'ai fabriqué et aussi générer des idées par rapport à ce que j'ai fait. Et je pense que c'est ma manière à moi d'essayer de gagner du temps par rapport à mes interlocuteurs. Mais oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Dans les autres astuces, moi, je suis très papier-crayon. Et les gens sont toujours très étonnés en me disant « Mais pourquoi vous avez des carnets? Pourquoi vous dessinez? Pourquoi vous écrivez ?» En fait, pour moi, c'est ma façon de remettre ce flow et cette créativité par le geste. Et le fait de tracer des lignes, des écritures, pour moi, c'est très différent aussi ce que je vais mémoriser, les liens que je vais faire entre les pages ou comment je vais les visualiser. Donc, je pense que chacun peut avoir ses pratiques. Ça peut être en fabriquant, ça peut être en dessinant, ça peut être pour renouer avec cet état, ouais. Mais c'est intéressant, enfin, du coup ça me revient aussi. Donc moi j'ai fait ma première partie de carrière aux États-Unis et en fait pour le coup on a un rapport au temps et au travail qui fait qu'ils travaillent beaucoup plus que nous en termes d'horaire, de temps. Et en fait du coup il y avait cette culture de on prend quelques jours off pour pouvoir se laisser le temps pour réfléchir à des nouveaux concepts, des nouvelles idées. Et contrairement, alors du coup, l'imaginaire américain est arrivé en France avec les startups, avec l'innovation, etc., l'open innovation. Et en fait, au départ, il y a eu une vraie problématique culturelle où en fait, comme nous, on avait beaucoup plus de temps que les Américains, entre guillemets, voilà, à 5h30, 6h, on quittait l'entreprise. Bah, du coup, cette idée de voilà, trouver du temps spécifique n'a pas fonctionné. Donc, voilà, c'est une vraie question, ce rapport au temps. Ouais, je ne sais pas si je suis très clair, mais les questions vont se poser. Et s'il y a des managers là ou des C-level, je pense que c'est une vraie question pour inventer le futur, quoi. Bonjour, je me permets une question. Alors, elle appelle certainement une réponse un peu vaste, mais vous venez déjà de donner des éléments. Je me posais la question des temps sociaux, parce que là, on dit le temps, mais dans ce que vous venez de dire, on sent bien que ce qu'on a dévolu au temps du travail, ce qu'on a dévolu au temps du loisir, et on pourrait dire beaucoup d'autres choses, au cours du temps et dans différentes civilisations. Et moi, ma question, elle portait plus sur qu'est-ce que vous imaginez pouvoir dire aujourd'hui des grandes disruptions dans ces rapports au temps au pluriel. Mais il y a bien sûr des éléments de contexte locaux aussi à prendre en compte. Mais il me semble que ça a aussi beaucoup évolué. Alors, il y a beaucoup d'études en sociologie sur les temps sociaux. Récemment, les grandes tendances, entre guillemets, il y a eu beaucoup d'études pour comparer les temps des hommes et des femmes, notamment sur le temps de travail, au sens le travail domestique, qui s'occupe des enfants, qui va chez le médecin,
etc., jusqu'aux temps sociaux du travail, voilà. Et donc ces études montrent qu'on est encore extrêmement différents, par exemple entre hommes et femmes, des choses comme ça. Il y a beaucoup aussi d'études sur les rapports vie professionnelle, vie personnelle et les rééquilibrages des temps avec des plus jeunes générations, donc fameuse génération alpha ou génération Z, qui n'ont pas du tout le même rapport au temps de travail et au temps de vie. Également dans la durée, ils ne sont pas forcément rattachés à une entreprise pendant 15 ans, 30 ans, mais ils peuvent changer plus rapidement. Donc il y a ce travail sur les générations. Et enfin, moi, ce que je trouve les plus intrigants, c'est le travail d'anthropologie. Parce que nous, on imagine vraiment que c'est ces seules questions qu'on peut se poser. Mais par exemple, il y a des travaux qui sont faits sur des communautés au fin fond de la Sibérie, pour qui le temps des rêves la nuit est aussi important que les temps de la journée. Et pour nous, le vrai temps, c'est notre temps de journée. Et la nuit, et de quoi on rêve, bon, on n'en parle même pas entre nous, quoi. Alors que eux, c'est ça le temps qui compte. C'est le temps de leur rêve la nuit. Ce qu'ils ont fait en journée, c'est finalement assez anodin. Donc je fais exprès de faire ce grand pas de côté pour dire qu'en fait, on a une perception du temps qui est très, très, très différente. Et aussi, parce que notre thème, c'est prolongé, ça m'interpelle toujours de voir qu'en Chine, il y a des textes sur la Chine dans 300 ou 400 ans. J'ai jamais vu, je ne sais pas, Paris dans 400 ans, ou je ne sais pas, l'Europe dans 400 ans. Parce que nous, déjà, penser à horizon 30 ou 50 ans, ça nous paraît ça, le temps long. Donc j'ai aussi remarqué que socialement, le temps long ne veut pas dire le même temps long selon les cadres sociaux. Et pour moi, en tout cas, le temps est un construit social, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on va déconstruire aussi du temps qui nous est imposé ? Quelle marge de manœuvre on a sur notre temps et le temps rythmé, voilà. C'est une vraie question parce que c'est aussi un impensé. C'est rare d'enseigner, entre guillemets, à part s'organiser, planifier, de vraiment enseigner le temps comme ressource. Voilà ce qu'on essaye de faire en inventant ce dialogue avec vous. Ouais, alors deux remarques à ce que tu viens de dire, enfin deux remarques. La première, c'est, je parlais de la parentalité tout à l'heure. Donc j'en discutais sur le fait que je pense qu'il y a aussi une réflexion sur le temps et les imaginaires. Parce que, par exemple, les papas dans les années 80, on les voyait jamais avec les enfants. Donc c'est marrant parce que c'est un nouvel imaginaire de voir le papa avec la maman, enfin, ou d'aller dans des rendez-vous. Moi, régulièrement, on m'arrête et on me dit « Ah, c'est un super papa, il va à la pharmacie pour acheter des tétines ». Alors, est-ce qu'on arrête les mamans pour leur dire « Ah, c'est des super mamans » parce qu'elles s'arrêtent dans les supermarchés pour acheter des tétines. Enfin bref. Et donc, du coup, je pense qu'il y a aussi... les imaginaires concrets ont une vraie influence sur le temps. Et la deuxième chose, c'était... Je l'ai perdu. Quand on avait préparé, on avait aussi parlé un peu du rapport à la mort. Parce que forcément, aujourd'hui, il y a un vrai débat de société sur la fin de vie. Qu'est-ce que veut dire de mourir dignement ? Est-ce qu'on peut choisir quand est-ce qu'on meurt ? Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a tout un travail aussi en termes de la temporalité de ce quatrième âge de la vie, et à quel point c'est quelque chose qui est laissé à l'intime, ou à quel point c'est une temporalité qui est organisée par la société. Et ça me questionne aussi parce qu'il y a beaucoup de publications en ce moment sur le management de l'intime. Et en fait, aujourd'hui, l'entreprise, par exemple, va beaucoup plus se poser la question de comment j'accompagne un collaborateur quand il est en deuil, ou bien comment j'accompagne un collaborateur qui est aidant de quelqu'un qui est en train de mourir. Donc la question de la place du temps de l'intime re-rentre dans le temps social. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont intéressantes sur le temps collectif, social, le temps organisationnel et le temps de l'intime. Ouais, ça bouge beaucoup. On a peut-être le temps pour une toute dernière question. Et comme on parle du temps, on va veiller à finir dans les temps. Donc on prend juste une dernière question. Aujourd'hui, à l'heure on est un peu dans l'ère de l'immédiateté et de la commodité. Tout devient plus accessible, on veut tout plus rapidement. Et en même temps, on est dans l'ère de l'obsolescence programmée. Il faut qu'on renouvelle tout et de manière de plus en plus rapide. Est-ce que la capacité à percevoir le temps long est une compétence ? Est-ce qu'on peut perdre cette compétence avec ce double mouvement d'obsolescence programmée et d'immédiateté ? Et comment travailler cette compétence à percevoir le temps long ?
C'est une très bonne question. Alors, on a très peu de temps et on pourrait discuter de plein de choses, mais moi j'ai beaucoup accompagné Citeo. Je vous ai entendu parler, alors, je suis moins dans la construction, mais de recyclabilité, des 3 R, et donc effectivement de cette idée de prolongation des ressources. Et en fait, ma réponse, c'est d'être... alors c'est pareil, c'est des tricks, quoi. C'est d'essayer de prêcher comment on va pouvoir avoir un imaginaire désirable pour les consommateurs, comment l'entreprise va gagner plus d'argent, mais par contre en faisant du bien à la planète, en fait. Et donc en fait, il y a vraiment ce travail de réinventer l'imaginaire. Moi, je me bats et je fais un appel à ceux qui veulent. Par exemple, sur donc Citeo qui est comment on peut dire, c'est pas une entreprise, c'est l'organisation qui gère la gestion des déchets ménagers en France, donc le bac jaune. Et en fait, je leur dis souvent, mais il faut réinventer l'imaginaire du grand magasin. Il faut réinventer la temporalité et, par exemple, de trouver des produits. On divise les magasins en 3. On va avoir des produits qui se consomment dans la semaine sur le premier tiers, des produits qui vont se consommer sur l'année et on va dire plus, ou 6 mois ou plus 6 mois. Et par rapport à ça, on peut très bien avoir des bocaux en carton. Ça peut très bien fonctionner et sans forcément passer par du verre et potentiellement quelque chose de lourd et de complexe à recycler. Donc du coup, je pense que ça... Alors je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que travailler des imaginaires désirables et effectivement convaincre que la vie peut être plus faite dans cette dichotomie, tu vois, on peut avoir beaucoup plus de désir dans cette frugalité, ça peut être intéressant. Là, je vois que ça s'affiche en rouge. Oui, ça s'affiche en rouge, donc on va s'arrêter là. Moi, je dirais juste un petit commentaire, c'est aussi dans le quotidien. Donc moi, dans mon carnet, j'ai mes to do, au sens les choses à faire immédiates, les toujours, des choses à faire où je trace un sillon et qui me demande une répétition. Quand on a une pratique, par exemple apprendre une langue ou bien faire du yoga, c'est pas en 3 mois qu'on va y arriver. Et puis à la fin du carnet, j'ai vraiment les choses que les projets dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, continuer d'alimenter cette liste. Donc soi-même, dans sa pratique, on peut avoir ça. Et déjà, si soi-même on a cette conscience, on est plus armé aussi pour collectivement échanger sur un avenir plus durable. Et vraiment, merci beaucoup pour les échanges. Merci. Et on redonne la parole à Lucas. Oh